Comment on recrute un joueur ? Eh ben, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui de manière assez claire. On va faire en tout cas de notre mieux. Avec Baptiste, il est toujours là, il est présent. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Écoute, en pleine forme. On va vous expliquer comment on recrute un joueur aujourd'hui. On va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Baptiste, à toi l'honneur. 3 parties. Allez, on fait 3 comme parties dans le fait de recruter un joueur. Du scouting de bureau en 1, du scouting de terrain en 2, rien de plus simple. Et la troisième partie, celle qui fait fantasmer l'ensemble des réseaux sociaux en période de mercato, les négociations. La partie juridique, la partie transfert, C'est ça, c'est un peu c'est- la partie que tout le monde pense connaître, mais finalement vous verrez qu'il y a des choses plus complexes. Compliqué. Un mouvement de joueurs, puis surtout les timings, c'est très très compliqué. 2 heures, c'est une éternité en mercato. C'est clair. Bon, on va démarrer sur le scouting de bureau, qui commence vers le premier jour après la fin du mercato. Dès le lendemain de la fin du mercato, c'est tout de suite la période de mercato suivante qui commence, où il y a un énorme brainstorming où le directeur sportif donne les probables manques que l'équipe aura à combler. Bon, généralement, c'est plus pour le mercato d'été, où on prépare les 2 mercatos sur l'année complète. Et le mercato d'hiver, c'est vraiment le mercato des opportunités de marché. Pour en revenir au scouting de bureau, quand il y a tout ça, quand la réunion elle est finie, directement on va sur une base de données. Ça peut être des bases de données très simples, comme Football Manager, comme bref, tout ce qui peut, Wisecout aussi, c'est énormément utilisé, cette plateforme, plus que Il faut Football s'apparenter Manager. en fait à un logiciel où il y a toutes les plateformes, tout type de joueurs qui sont Ouais, rentrés c'est ça, dedans, en et fait. juste pour avoir des noms en fait. Exactement. Et après, ou alors la base de données du club, où il y a eu de précédents rapports de scouting qui ont été faits, tout cela. C'est très présent dans certains clubs, du côté de Reims notamment, qui travaillent très très bien là-dessus. Passer l'étape de la base de données, évidemment, dès que tu as le joueur, tu vas faire une analyse personnelle du joueur. C'est là que sont scrutés les réseaux sociaux. Et Ouais, tout c'est ça. Quand tu épluches les réseaux, par exemple, Mohamed Bayo, beaucoup de clubs ont dit écoute, le mec il est pas sérieux, il est tout le temps en boîte, dehors. Après, tu peux également prendre des infos sur le contexte. Si le mec est bien dans la ville, tu vas pas forcément y prêter attention parce que le mec est très très bien dans la ville et arracher un joueur d'une ville où il est très à l'aise. Ou d'un club où il est titulaire indiscutable. C'est ça, c'est pas forcément si t'es au même niveau du club, si t'es au même niveau que le club en question, ça sert pas à grand chose d'aller le débaucher. Ensuite, si tu penses que c'est probable, là tu commences une réelle analyse de terrain, une analyse de jeu. C'est compliqué de le faire à la vidéo, mais tu épluches quand même quelques matchs. Je reviens un peu sur ce que tu as dit avant. Oui, l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, mais l'analyse des réseaux sociaux, une analyse aussi psychologique C'est du ça, mec, ouais. ça va avec, mais juste pour remettre un peu l'église au milieu du village, n'oublions pas aussi qu'il y a cette partie de la psychologie C'est très très important. c'est hyper important. Ça va avec un peu l'analyse des réseaux sociaux, de la communication, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, énormément de joueurs s'attachent les services d'une boîte de communication pour leurs réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui ça a pris une place tellement importante dans le monde du foot qu'on est tenté de mettre une story ou une photo de tout et n'importe quoi, et ça peut, sur un malentendu, entacher, pourquoi pas, un éventuel transfert ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que les boîtes de com des joueurs de foot et de community management ont explosé, surtout dans le monde du foot, c'est 5 dernières années. Ouais, c'est ça, parce que si tu postes une story toutes les 2 semaines en boîte, il y a beaucoup de clubs qui vont C'est dire mis à part si les clubs travaillent pas et prennent un agent influent, prennent les conseils d'un agent influent, il y a que ça qui peut passer. Mais vu que dans beaucoup de clubs maintenant, on a compris que recruter par les agents, c'est un peu c'est nul. Il y en a beaucoup qui se mettent à se structurer et c'est très très bien comme cela avance. On peut passer maintenant au terrain. Quand un joueur vous a tapé dans l'œil, vous commencez à voir, pour aller le voir en vrai, pour avoir un ressenti stade. Il y a beaucoup de recruteurs qui disent en interview ou autre, je préfère aller voir le terrain. Parce que c'est bien mieux que l'analyse vidéo. Tu vois, 2-3 plans sur le joueur dans le match, et encore, c'est les plans que eux choisissent, parce que c'est pas toi qui choisis les plans que tu veux à la télé. Tu vas voir entre 2 ou 3 matchs, généralement, du joueur en question. Si t'as l'occasion d'aller en voir plus, tu fais plus, évidemment.
Mais quand le joueur est en championnat, si le mec est en sélection, bah, tu vas le voir également en sélection, peut-être, si t'as le temps, évidemment. Puis il y a tous ces délires de bilan carbone, hein, Tout à fait. où tout le monde tend à réduire ses déplacements, là où avant, il y avait vraiment pas de problème au niveau des déplacements, avions, voitures, tout cela. Et c'est pour ça que les clubs du nord de la France vont plus en Belgique que les clubs du sud. C'est pour ça que les clubs du Sud vont également plus en Italie ou en Espagne que les clubs du Nord. Et c'est complètement quelque chose de logique. Après l'avoir vu 3 à 6 matchs, si le gars t'intéresse toujours, parce que des fois il y a un ressenti qui est pourri. Hein. Le ressenti stade il est pas bon, c'est pareil. Hein. Le joueur, il dégage tu rends un rapport négatif sur le joueur parce que tu as obligatoirement une obligation de fournir un rapport. Le directeur sportif, tu vas lui dire ouais bah écoute le joueur non il m'intéresse pas, il est pas dans la philosophie du club, ouais je le trouve un peu trop personnel ou même un petit peu en surpoids, ça peut arriver hein, que des gars se disent ouais bah ce mec là il est un peu en surpoids, il fait pas gaffe à lui, j'avais pas vu sur les réseaux. Bah non en fait je le prends pas. Après cela si le ressenti est toujours bon, bah tu tentes d'organiser des repas avec le joueur. Tu peux aller le voir et lui dire ouais j'aimerais bien qu'on mange un coup ensemble, et il y a Antonio Salamanca qui est un ancien recruteur de Tottenham, de très très grands clubs hein, où lui prenait toujours systématiquement un rendez-vous avec le joueur et laissait toujours un deuxième rendez-vous avec la femme du joueur pour voir quand est-ce que le joueur est vraiment dans le cocon familial, bien entre lui et sa famille, voir vraiment s'il y a un joueur avec et sans sa femme. Et dans les autres cas, ouais voilà, on a également des prises d'infos, pas sur le joueur en question, mais sur d'autres joueurs. Parce que oui, si t'as un club qui vient avec 30 millions pour un milieu défensif, alors que toi t'es sur un défenseur central. Bah, si t'as pas de milieu défensif, si t'es sec devant ton directeur sportif, ça va être compliqué. Eh ben écoute, on peut passer au niveau des négociations. Je pense la partie la plus croustillante. C'est la partie qui en fait rêver beaucoup. Alors déjà, juste comme ça une petite info, la durée maximale d'un contrat en France c'est 5 ans. Voilà, je remets comme ça juste l'église au milieu du village. Contrairement à Chelsea qui fait des contrats de 10 ans. Exactement, c'est l'exemple que j'allais prendre. Alors ça c'est pour contourner un peu le fair play financier et faire des contrats plus longs. On en parlera certainement dans une autre vidéo. Petite rectification, on ne transfère pas un joueur, on transfère pas un homme, mais on transfère les droits juridiques. Et on parle du coup pas d'un contrat de transfert. On parle. Et pour qu'un club, du coup, qui est donc l'employeur actuel du joueur, libère le joueur donc avant la fin de son contrat de travail, eh bien le club demande une rémunération en fonction de la valeur du joueur, que ce soit sa valeur sportive, sa valeur économique, ou même sur ce qu'il peut rapporter dans le futur. C'est pour ça que les montants de transfert sont assez variables. Donc une fois que tout ceci est pris en compte, que tout le monde a réussi à se mettre d'accord, tous les contrats, que ce soit contrat de transfert et le contrat de travail, puisqu'il y a un nouveau contrat de travail qui est signé avec le nouveau club qui est un employeur comme un autre, comme vous et moi, on signe un contrat de travail dans une entreprise. Le contrat de travail et le contrat de transfert sont signés exactement le même jour, au même moment. Les deux contrats sont signés au même moment. C'est pour ça que vous voyez des livrets de pages qui ont l'air de dictionnaire, le nouveau Robert de l'année. Hein. Exactement. Puisqu'il y a les documents FIFA, les documents UEFA quand on est en Europe, ou les documents FC quand on est en Asie. Puis il y a beaucoup de clauses dans les contrats. Hein. Ouais. Alors justement, en parlant de clauses, en France, il faut savoir que du coup, on parlera toujours de contrats de transfert, car les clauses libératoires sont interdites en France. Il n'y a pas de clause libératoire. Ouais, il n'y a pas de clause libératoire, contrairement en Espagne. Exactement. Même ailleurs, même en Belgique d'ailleurs. En Belgique, partout, il y a des clauses libératoires. En France, c'est interdit. Et il y a une petite règle comme ça que j'ai trouvée et qui est assez importante. Sur un transfert international, il y a une règle à la FIFA, et c'est ce qu'on appelle la contribution de solidarité, il me semble. Et en fait, elle est calculée sur le prix du transfert. De mémoire, il me semble que c'est 5%. Et ces 5% sont reversés à tous les clubs formateurs du joueur de ses 12 à ses 23 ans. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les clubs tentent maintenant de garder un peu plus les joueurs après 20 ans, parce que à partir du moment où le joueur a 23 ans, on peut considérer que la formation est finie. Est-ce que tu penses qu'on a été complet sur ce sujet, Baptiste ? Moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Si vous en avez d'autres, l'espace commentaire est toujours fait pour bien vous. Bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez appris des choses ou même si vous avez des choses à nous apprendre, écoutez, nous on est là pour ça, l'espace des commentaires
est toujours là. Vous savez normalement un petit peu maintenant les coulisses de comment est-ce qu'on recrute, on recrute un joueur. L'espace des commentaires est ouvert, n'hésitez surtout pas, on vous lira avec grand plaisir. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne Ballon Pied pour une nouvelle analyse. À très bientôt, ciao. Salut.